Socrate, il y avait déjà des gens qui pensaient que, il avait dit, est-ce qu'il existe pour l'homme un bien plus précieux que la santé? Juste pour situer, donc, au niveau santé, dès l'histoire, dès le début de l'humanité, tout le monde a travaillé sur l'activité physique. Et à l'époque, on disait l'activité sportive. Et on va voir au fur et à mesure comment ça a évolué. Alors déjà, le mot sport, ça vient du vieux français qui veut dire déporter. Donc ce qui signifie dériver, emporter. Donc emporter, ça permet aux gens d'évacuer un peu leurs soucis journaliers. Et donc c'est parti de là le fait de faire du sport. Et ça a dévié, donc dans le nouveau français, on dit maintenant terme sport. Il faut différencier deux choses importantes, deux cultures sportives différentes, au niveau de l'Europe centrale et au niveau de la culture anglo-saxonne et américaine. Quelle est la différence? Pour les anglo-américains, la culture sportive pour eux, c'est faire une compétition organisée. C'est-à-dire qu'ils vont toujours faire dans des clubs et surtout organisée pour des compétitions. Alors que, à l'inverse, au niveau de l'Europe, la forme sportive, elle est organisée ou non organisée, afin surtout d'améliorer les conditions physiques et psychiques, parce qu'il n'y a pas seulement que les conditions physiques, on va voir aussi que ça a une action sur l'activité psychique. Le développement des relations sociales ou, effectivement, l'obtention de résultats en compétition à tout niveau. Donc là aussi, il y a une différence de conception entre les deux cultures. Un peu d'historique de l'activité physique. La première ressource, la plus ancienne, détaillée des avantages des activités physiques, ça a été un médecin romain qui s'appelait Galen. Donc c'était en 129, qui a vécu de 129 à 210 après Jésus-Christ. Au niveau du XIIe siècle, c'est un médecin espagnol qui a développé le plus de théories sur le bénéfice des activités physiques. Ensuite, il y a eu un chercheur suédois qui a mis sur pied un système de gymnastique médicale. C'est la première fois qu'on entendait parler de gymnastique médicale, l'intérêt de l'activité physique au niveau de la médecine. Et ensuite, donc à l'initiative de chercheurs canadiens, donc en 1970, que le terme APA, donc activité physique adaptée, est admis mondialement. Donc vous avez vu l'évolution de l'histoire du sport. Alors, l'historique de l'activité physique en France, ça remonte à 1963 à 1980, où on a commencé à faire des films de promotion pour l'activité physique. Et ça a été fait surtout par des médecins physiologistes. Ensuite, en 1980 jusqu'à 2000, il y a eu des campagnes. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Il y a eu Bouge ton corps, c'est les cardiologues surtout, qui ont mis au point ça. Et ensuite, comme il a été signalé, il y a eu le premier plan national nutrition santé en 2001. Et là, il y a eu les STAPS, l'INSERM et les nutritionnistes qui sont rentrés en jeu. La première apparition de mention APA dans l'intitulé des diplômes, c'est arrivé en 1999. C'est bon jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a des questions particulières? Alors l'OMS a lancé un avertissement sur le fléau de la sédentarité et de l'obésité. C'est ce qui a été dit. Donc c'est deux fléaux majeurs qu'il faut gérer. Donc ils causent souvent des problématiques cardiovasculaires, du diabète, des syndromes métaboliques,
des problématiques rénaux. Par rapport aux autres pays européens, la France est en retard concernant les activités physiques. Donc on va essayer, tout est mis en œuvre actuellement pour qu'on puisse récupérer ce retard et évoluer dans ce sens-là. Donc il faut être rapidement vigilant sur l'évolution. Le premier élément à mettre en œuvre, ça a été le texte de loi, l'article 1142-30. Là par contre, il faut bien se mobiliser sur l'intitulé de l'article. Donc il dit bien, dans le cadre du parcours de soins de patients atteints d'une ALD, parce qu'il faut se dire qu'au départ, le texte de loi a été prévu pour faire l'activité physique pour tout le monde. Ça a été amendé par les députés parce qu'ils ne voulaient pas entendre parler d'une activité physique pour toute la population. Donc ils se sont concentrés sur les activités physiques pour les ALD. L'ALD, c'est-à-dire, c'est des patients qui sont en longue maladie. Donc les gens qui ont des bronchopneumopathie chroniques, les gens qui ont des cancers, les insuffisants cardiaques, voilà, les diabétiques. Donc le médecin traitant peut prescrire, peut. Donc il faut nuancer tous les mots, peut. Donc ce n'était pas une obligation, c'est une possibilité. Peut prescrire une APA, activité physique adaptée, à la pathologie. Deuxième difficulté, à la pathologie. Donc ça veut dire que chaque pathologie va avoir une activité différente. Qui c'est qui va le préconiser? Quelles sont les conditions qui vont le décider? Et comment on va faire? Quelle activité pour quelle pathologie? Aux capacités physiques et au risque médical du patient. Donc il y a beaucoup d'incertitudes dans le texte de loi. C'est déjà une bonne chose d'avoir un texte de loi, mais c'est flou quand même. Ensuite, ce qu'il dit le texte de loi, les APA sont dispensés, donc l'activité physique adaptée, sont dispensés par des organismes soumis aux dispositions du Code de sport, et il faut qu'ils soient labellisés par les ARS, c'est-à-dire Agences régionales de santé, et par les services compétents de l'État. Et troisième condition, il faut qu'il y ait une formation dispensée au corps médical et paramédical. Il y a une étude qui a été faite par Swiss Life et IFOP en 2015. J'ai sorti quelques éléments qui peuvent être intéressants. Donc, on a posé la question aux médecins. Une fois qu'ils ont pris connaissance de l'amendement de la loi de santé, le pourcentage de médecins qui, n'ayant jamais prescrit d'activité physique, est passé de 47%, donc il y avait 47% de médecins qui ne prescrivaient aucune activité physique à leurs patients. Ce pourcentage est passé de 47 à 23. Donc on a amélioré légèrement, mais vous voyez bien qu'il y a quand même 23% de médecins qui ne parlent pas du tout pendant leur consultation d'activité physique aux patients. Ensuite, on a posé la question aux médecins et aux patients. Donc, dans la colonne pourcentage à gauche, c'est la réponse des médecins. La colonne à droite, c'est la réponse des patients. On a demandé pour le financement de cet apport. Qui c'est qui doit le payer? Les médecins. Ils ont dit qu'il faut que ce soit 48% des personnes concernées qui payent cette activité. 25% la sécurité sociale. Les mutuelles et assureurs, 19%. Les collectivités locales, 5%. Et 3% qui ne se pensent pas. Si on pose la même question aux personnes concernées, vous voyez bien que ça s'inverse. Les personnes concernées, ils disent, il n'y a que 15% des personnes concernées, ils disent, nous on finance notre activité, le reste c'est pas nous. Il faut que ce soit 39% de la sécurité sociale, 35% des mutuelles, 5% collectivités locales et 6% ne se financent pas. Donc, pour les médecins, c'est surtout en gros 50%, il faut que ce soit pris en charge par la personne elle-même, alors que les personnes qui sont malades, ils pensent qu'en gros, il faut qu'il y ait 70 à 80% payés par la société. Donc il y a un deuxième problème
de financement de cette activité. C'est un deuxième obstacle. Donc il y a un obstacle juridique et un obstacle financier. Il y a une autre étude de la région Centre qui a été faite en 2010. Et là, on va avoir une surprise. Ils ont fait une étude sur la tranche d'âge des médecins prescripteurs d'activité physique. On s'attendait à ce que, par exemple, ce soit les médecins jeunes qui prescrivent plus d'activité physique que les personnes d'un certain âge. Or, l'étude a montré complètement l'inverse. Si vous remarquez, les médecins qui ont moins de 35 ans, il n'y a que 4% qui prescrivent l'activité physique. Ceux qui ont entre 35 et 45, ils représentent 14%. Le plus gros du lot, c'est des gens qui sont entre 45 et plus que 55. Donc ceux qui sont entre 45 et 55, ils sont 34% à prescrire l'activité physique. Et ceux qui ont 55 et plus sont 39%. Ensuite, l'étude a montré que si le médecin fait une activité physique, il est plus simple pour lui de prescrire une activité physique que celui qui ne le fait pas. Oui, j'ai une question sur la définition de prescription. En fait, dans ces études en 2010 ou en 2015, c'était des médecins qui prescrivaient de l'activité physique sur une structure identifiée, organisée, on assure le suivi, ou est-ce que c'est juste une indication aux patients, faites de l'activité physique? C'est vraiment une prescription. C'est adresser le patient à un organisme ou à une structure qui fait de l'activité physique. D'autres questions? Je pense. Donc là aussi, oui. Une explication. Les médecins sont comme tous les autres. C'est-à-dire, si on est concerné, soit par un proche, soi-même, on s'implique davantage. Or, quand même, un médecin devrait quand même se mettre dans la peau qui n'est pas que lui-même. C'est là toute la difficulté. Je vais revenir après, plus tard, sur les ordres des impôts. La problématique qui se situe au niveau médical, c'est que souvent les médecins sont formés sur la thérapeutique curative. Je dis thérapeutique parce que je ne dis pas traitement. Thérapeutique, c'est un mot qui est d'origine grecque. Thérapeutique, c'est prendre soin. C'est mieux qu'un traitement. Un traitement, on fait la prescription suite et point. Alors qu'une thérapeutique, c'est on prend soin de tout l'individu. Un soin médical, un soin psychologique, un soin de la santé, ainsi de suite. Or, la plupart des médecins ont été formés sur une attitude thérapeutique curative. On ne fait pas trop de formation sur l'attitude thérapeutique de prévention. Or, ça, c'est le plus important. La prévention, c'est plus important que la thérapeutique. Et une autre chose, il y a beaucoup de patients, moi dans ma clientèle, quand ils sortent sans ordonnance, ils ont l'impression qu'on ne les a pas soignés. Je voulais dire pourquoi, parce que je développerai plus tard. Il y a plein de gens, parfois moi, ça fait X années que j'exerce, qui m'ont laissé tomber parce que dans l'ordonnance, ils avaient peut-être 14 ou 15 médicaments. Sur les 14 ou 15 médicaments, il y en avait 5 ou 6 qui ne servaient strictement à rien, qui faisaient encore plus d'hétéronygénie, donc des effets indésirables. Je les enlevais, mais je ne les revoyais plus les patients, parce qu'ils me disaient « Ah, vous ne m'avez pas marqué celui-là, ça me servait, donc je change. Donc vous n'êtes pas un bon médecin, je change. » Dans leur attitude, encore les gens, si vous ne prescrivez pas trop de médicaments sur l'ordonnance, ou qu'ils sortent sans ordonnance, vous êtes un mauvais médecin. Mais c'est là d'où l'intérêt des médecins de dire aux gens « Attention, il faut peut-être prendre des médicaments pour votre état de santé, mais on n'est pas toujours obligé de finir la consultation avec des médicaments, avec une ordonnance. On peut très bien discuter pendant 10 minutes, un quart d'heure, voir la conception générale de l'individu, voir dans quelle attitude il faut le mettre, et si effectivement on a besoin d'une ordonnance, pourquoi pas. Mais on n'est pas obligé de faire toujours une ordonnance. C'est là le dilemme avec le corps médical, c'est que ce problématique existe. Et je vais vous montrer après plus tard la symbolique d'une consultation médicale. Je vais la définir, et là vous allez voir comment on consulte et comment on a l'attitude vis-à-vis du patient. Parce qu'il y a une symbolique. Prendre le temps d'expliquer aux patients certaines choses, parce qu'il y en a qui comprennent de suite, et en fonction de l'âge et de leur pathologie, je pense aussi que c'est bien de
de prendre le temps de leur expliquer et de ne pas regarder la montre ou de ne pas être tout le temps sur l'ordinateur, comme certains médecins qui retranscrivent. Il y en a, les cas de figure se présentent, bien sûr, tout le long de notre vie. Et il y en a qui regardent l'ordinateur et quand ils sont, moi je parle surtout des médecins, bon, ils ne sont pas tous pareils, parce qu'il y en a qui sont très bien, et d'autres, comme vous dites, ils sont très pas. On ne va pas juger aujourd'hui les médecins. Il y en a qui, quand ils font des remplacements, moi ça m'est arrivé pour ma maman, qui a 92 ans, on était à Salis. Alors, son médecin traitant n'était pas là, il était en vacances, et le médecin qui l'a remplacé, d'abord il avait 1 heure de retard, il ne s'est même pas excusé, il n'a pas pris le temps, parce que 2 secondes, il avait qu'à dire, écoutez, je suis en retard, bon j'étais appelé, inventer n'importe quoi, mais s'excuser, je trouve, d'abord. Et ensuite, quand elle est sortie, maman, elle a eu l'impression que ce médecin ne s'était occupé d'elle, rien du tout. J'avais fait que regarder l'ordinateur. Ouais, tout à fait. Alors, je vais déjà un peu avancer sur le bénéfice, ce qu'on appelle les bénéfices médicaux d'une activité physique. Alors, on sait très bien maintenant avec les études qui ont été publiées, republiées et faites, qu'il y a quand même une réduction de 40% sur tout ce qui est pathologie mammaire, donc cancer du sein, cancer prostatique, cancer du côlon. Ça, c'est prouvé, que ce soit en prévention, si on fait de l'activité physique, soit après le traitement, ça augmente la survie des personnes atteintes. Ça protège contre la survenue de maladies cardiovasculaires, ça on le sait, réduit le risque du diabète, stabilise l'équilibre de la tension artérielle. Donc vous voyez très bien que la plupart des consultations qu'on fait en médecine générale, ça se base sur quoi? Sur souvent l'hypertension, le diabète, le cholestérol, un peu d'obésité et après du rhumatisme articulaire. Et tout ça est lié. Quand il y a une ménopause, il y a l'ostéoporose, donc il faut faire une activité physique. Et ça, effectivement, il faut prendre son temps pour expliquer aux gens que votre pathologie relève peut-être de thérapeutique médicamenteuse, mais aussi d'une thérapeutique non médicamenteuse. Bénéfices non médicaux. Alors ça aussi, ça intéresse aussi les pouvoirs publics, parce que plus on fait d'activité physique, on diminue le coût des thérapeutiques médicamenteuses. On diminue le nombre d'examens paramédicaux, c'est-à-dire les scanners rébarbatifs, les radios rébarbatifs, les échographies, les prises de sang. Ça diminue le nombre de séjours hospitaliers, soit en clinique ou à l'hôpital. Ça nous donne une idée qu'une activité physique, ça nous permet de faire une économie en gros de 57 millions d'euros pour la Sécu par an. Ce n'est qu'une estimation, il n'y a pas eu d'étude par rapport à ça, sur l'économie. Si, c'est une étude. C'est une étude qui a été faite et qui a montré qu'il y a une économie de 57 millions d'euros d'économie sur la Sécu. Alors voilà. Là, je vous montre le déroulement d'une consultation médicale. En France, il y a une symbolique de la consultation médicale. Quand le patient arrive, il attend, oui. Ça dépend des médecins. Moi, je me bats depuis 15 ans. Moi, je fais toujours mes consultations sur rendez-vous, sauf les urgences que je passe entre les consultations classiques. Et je me bats, ça fait 10-15 ans avec mes collègues qui vont à toutes les réunions, pour leur faire admettre qu'il faut faire des consultations sur rendez-vous. C'est inadmissible qu'une personne vienne à midi pour qu'elle passe à 3 ou 4 heures de l'après-midi. Moi, la première fois que j'ai commencé mon activité médicale, j'étais en remplacement dans une commune, je faisais des visites le matin et j'avais oublié quelque chose au cabinet. Je reviens au cabinet à 11 h du matin pour prendre la chose et je voyais un personne âgé, à l'époque il avait 82-83 ans, qui venait de vélo, en vélo, donc à la consultation médicale. Il faisait 4 ou 5 km pour arriver à la consultation médicale. Il était là à 11 h. Quand je l'ai vu, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites le matin? Je ne suis pas en consultation, je reviens l'après-midi à 2 h. Il m'a dit, je viens attendre mon tour. Vous imaginez, alors là, ça m'a fait un choc. Moi, j'étais en remplaçant. Je dis, c'est pas possible, la personne de 80 ou 82 ans, attendre 3 heures pour que ça commence la consultation à 2 h.
Donc je dis non, stop, moi si je commence à travailler, je ne ferai que sur rendez-vous. Alors les gens, ils étaient étonnés. Alors comment on va faire si on est malade? Je dis, oui, c'est simple. Si c'est des renouvellements, c'est classique, c'est rendez-vous. Et quand vous êtes malade, vous appelez le matin, je vous rentre, et voilà. Et les gens, ils n'attendent pas plus que 10 minutes, un quart d'heure chez moi. Mais pas tous les médecins le font ça. Parce que, voilà, parce que c'est dans leur attitude. Donc une consultation, la personne rentre, vous commencez votre consultation, vous discutez avec la personne de la consultation, et donc là, vous avez deux schémas possibles. Soit vous décidez de ne pas prescrire, soit vous décidez de prescrire. Donc dans la prescription, là aussi, on a trois possibilités. Soit je pars sur une prescription de thérapeutique médicale pure, une ordonnance avec des médicaments, soit je pars sur une thérapeutique non médicamenteuse. Qu'est-ce que j'entends dire par thérapeutique non médicamenteuse? C'est-à-dire hygiène de vie, activité physique, régime alimentaire, ainsi de suite, kiné, d'autres professions de santé. Ou je peux associer aussi les deux, c'est-à-dire je peux faire une thérapeutique médicale et une thérapeutique non médicale. C'est clair pour tout le monde? Alors la symbolique de la consultation du médecin généraliste, pour la personne, la prescription médicale, donc j'entends bien une ordonnance, semble légitimer, notez-le parce que ça c'est important pour concevoir comment on fait. La prescription médicale semble légitimer l'état pathologique du patient. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de prescription médicale, ce que je disais tout à l'heure, le patient, il semble qu'il est lésé dans l'histoire. Parce qu'il vient pour une pathologie, vous ne lui faites pas une prescription médicale, il se dit, mon statut de malade n'est pas reconnu. Voilà, tout à fait. Donc, le malade, quand il vient en consultation, il témoigne sa vulnérabilité et bien fondée dans la plainte. Si vous ne faites pas de prescription médicale, il va se dire, ah tiens, il ne m'a pas reconnu comme malade, il se fout de moi, il ne prend pas en considération mes plaintes, donc la consultation ne vaut rien. Donc, pour le patient, une thérapeutique non médicamenteuse ne bénéficie pas de la même valeur symbolique qu'une thérapeutique médicale. C'est la difficulté des médecins pour prescrire une activité physique ou autre chose. Donc c'est la première difficulté des médecins. C'est que la conception de la consultation, elle est toujours associée à une consultation plus ordonnance. Si on lui dit, vous allez faire de l'activité physique, pour lui, l'acte médical n'est pas fait. Moi, je voudrais dire une chose par rapport à ça, c'est que ce qui arrive aussi, c'est que le patient a aussi l'impression, quand il dit, quand il demande à tout prix qu'il y ait une prescription, vous avez raison dans ce sens, je suis d'accord avec vous, mais souvent ce qui arrive, c'est que le patient ne se sent pas écouté par le médecin. Ça aussi, c'est une problématique. Donc du coup, à la fin de la consultation, c'est pour ça aussi qu'il va être, il va peut-être dire qu'il n'est pas reconnu en tant que malade. Mais aussi parce que si des fois le médecin, il traite une pathologie, mais il ne traite pas une individu. C'est ça aussi la problématique. C'est ce que je dis, c'est que quand la personne rentre en consultation, il faut le prendre en consultation en totalité. Si vous le prenez comme un numéro qui rentre parce qu'il vient chercher une ordonnance, oui, effectivement. Et on va voir que plus le médecin fait d'actes, plus il va tendre à faire des prescriptions médicamenteuses, thérapeutiques médicamenteuses, parce qu'il va se dire, j'ai beaucoup de monde, donc il va raccourcir le temps de la consultation, donc le dialogue n'est pas le même, et donc le patient, il va sortir. Et plus, on a remarqué une étude que plus le médecin fait d'actes, et en fin de journée, plus la prescription thérapeutique sur l'ordonnance, le nombre de médicaments augmente. Alors, là, je vais vous montrer le manque d'engagement des médecins. Pourquoi il y a un manque d'engagement des médecins? Parce qu'on a vu qu'il y a 23% quand même qui ne font pas des prescriptions d'activité physique. Il y a 9% qui ont dit qu'ils ne connaissent pas du tout le problème. Donc, méconnaissance. Il y a 15% qui ont dit qu'il y a un manque d'information. Et 32% manque de temps. Manque de temps. Effectivement, c'est le problème de la consultation médicale. Il y a un manque de temps pour écouter et prescrire les choses de façon correcte. Manque de temps, donc ça veut dire que
on n'écoute pas. Après, il y a le manque de motivation et d'observance du patient, qui sort aussi de l'étude. C'est qu'il y a 61% des patients ne sont pas observants. Moi, j'ai eu plusieurs cas où une pathologie grave, par exemple une pathologie cardiaque, il rentre, on lui met des stents, il ressort de la clinique ou de l'hôpital avec une prescription de 4 ou 5 médicaments, il fait le traitement pendant un mois, je le revois un mois après, il me dit ça y est, j'ai arrêté, je suis bien. Voilà. Donc il y a un manque d'observation. Il y a 20% des gens qui ont de l'infarctus du myocarde, qui ont des stents. S'ils étaient fumeurs, il y a quand même 20% qui fument toujours. Alors, le manque d'engagement du patient, ça aussi, il faut savoir qu'il y a un Français sur 2 qui ne connaît pas du tout l'intérêt de l'activité physique. C'est pas rentré dans les mœurs. Le coût monétaire, ça c'est important aussi. C'est le coût monétaire, c'est-à-dire la personne, surtout à l'époque où on vit, il y a des problématiques financières, le coût monétaire est important. D'où l'intérêt maintenant avec les fourmis, ils leur versent une certaine somme pour commencer l'activité physique. Et le coût non monétaire. Qu'est-ce que j'entends par coût non monétaire? C'est-à-dire la disponibilité de patients, la proximité de la structure, c'est problématique à gérer les enfants, à gérer la maison. La proximité, il faut toujours qu'il y ait une proximité. Si vous prescrivez l'activité physique, il faut que la structure soit à côté, pour que l'observance augmente. Quelles sont les solutions qu'on peut proposer? Il faut qu'il y ait une collaboration médecin-APA, formation pour la prescription, collaboration médecin-kiné, c'est en troisième position. Donc, les questions qui ont été posées aux médecins, la plupart, ils ont dit qu'il faut une collaboration médecin-APA, pas kiné. Le kiné est arrivé en troisième position. Il faut qu'il y ait des outils de formation, il faut une collaboration entre les services de médecine de sport et les médecins. Déjà, il faut qu'on ait chacun. Moi, j'ai des référents au niveau de l'activité physique qui sont rattachés à l'effort MIP. Donc, il y a des éducateurs sportifs, il y a des APA. Et donc, je leur envoie les patients à ces structures-là. Donc, j'ai privilégié toujours, quand il y a des APA, je privilégie tous les APA. Alors après, c'est vrai que les autres médecins n'ont pas tous intégré une structure. Donc, ils ne savent pas leurs référents. C'est là la difficulté aussi. C'est qu'il n'y a pas assez de communication. Il faut peut-être qu'il y ait un outil d'information auprès des médecins, qu'il y a beaucoup de médecins qui ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne savent pas. Pour eux, c'est l'éducateur sportif, c'est le kiné, faire l'activité physique, c'est le kiné. Alors, il y a d'autres solutions. Effectivement, là, je passe vite pour vous dire que la meilleure solution, c'est de travailler en groupe. C'est pour ça que de plus en plus, il faut partir sur des maisons médicalisées. Parce qu'il y a le médecin généraliste, il y a un formateur peut-être d'APA, il y a un kiné, il y a un orthophoniste. Ça permet d'avoir une structure localisée, proximale du patient. Et donc, quand il vient consulter un médecin, c'est plus facile de lui dire à la personne: tiens, il y a un APA à côté, vous allez faire l'activité physique avec lui, ainsi de suite. Donc, faire un groupe plus professionnel. La deuxième chose, c'est de faire l'acte en lui-même, pour l'activité physique, il faut qu'il soit rémunéré autrement. Parce que c'est sûr que la plupart des médecins, faire une consultation d'activité physique, moi ça me demande quand même une demi-heure. Quand je prends des gens pour faire le bilan, je le prends un jeudi après-midi sur mon temps libre, et je passe une demi-heure, 3/4 d'heure avec eux, pour leur expliquer qu'est-ce qu'il faut faire et comment faire. Donc c'est sûr, un médecin lambda qui a une consultation, qui a la salle d'attente pleine, s'il va passer 3/4 d'heure, s'il a 2 ou 3 patients comme ça, il ne va pas pouvoir. Donc à ce moment-là, il faut rémunérer
la consultation en fonction du temps qu'on passe avec le patient. Donc, on sait qu'il y a, en gros, j'ai mis quelques associations. Il y a la CAMI, qui a été créée par un médecin oncologue à Paris, avec un sportif de haut niveau, qui prend les patients cancéreux pour faire une activité physique. Il y a sur le Midi-Pyrénées, la solution riposte, c'est l'escrime, toujours pour les pathologies chroniques. Il y a le professeur Rivière qui a fait l'effort MIP. Et il y a encore, sur Toulouse, les Dragon Ladies, c'est les dames qui ont des cancers du sein qui font du board sur la Garonne. On le voit de temps en temps. Donc voilà, ça c'est les trois beaux organismes. Rapidement, l'observance et non-observance. Pour l'observance, il faut bien expliquer aux gens que bien comprendre sa pathologie pour bien accepter sa thérapeutique. Si la personne ne comprend pas bien sa pathologie, si vous ne lui expliquez pas ce qu'il a, il ne sera jamais adhérent à toutes les propositions que vous faites. Comment améliorer l'observance? Il faut comprendre le style de vie de la personne. Pour que la personne soit observante, il faut déjà le situer dans ce style de vie. Et il faut associer une éducation thérapeutique, c'est assez important, intégrer, c'est surtout ça le plus important, c'est intégrer le monde thérapeutique à la vie du patient et non l'inverse. Il faut que quand on prescrit une thérapeutique non médicamenteuse, il faut connaître le mode de vie de la personne et intégrer cette thérapeutique dans son mode de vie. Si la personne n'a jamais fait d'activité physique, vous n'allez pas lui demander de faire 30 minutes tous les jours. Il suffit de lui dire, faites 5 minutes, 10 minutes, 3 fois par semaine, et on augmente en crescendo. Il faut l'adapter. Juste ça, et après je m'arrête. Le comportement secondaire. Quand il y a non-observance chez le patient, vous avez un comportement primaire et un comportement secondaire. Donc la personne qui ne veut pas suivre la thérapeutique que vous avez faite, il y a le docile. C'est la personne qui va rentrer, vous lui dites voilà, il faut faire ça, 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 ça. Il ne va pas broncher, il va faire intégralement ce que vous lui dites. Deuxième cas de figure, le démissionnaire précoce. C'est-à-dire la personne, il va prendre le médicament, et 4 jours après, ou il va prendre l'activité physique, et 4 jours après, ou une semaine ou 10 jours après, il laisse tomber. Il y a l'intérimaire. C'est pareil comme l'intérimaire au travail. C'est-à-dire que le mec, il va rentrer, le patient, vous lui dites il faut faire ça, pendant 2 mois il va le faire à fond, et après il va s'arrêter. Après vous avez l'intermittent. Alors l'intermittent c'est pareil comme l'intermittent du spectacle. C'est quelqu'un qui va venir, qui va faire 2-3 jours d'activité, 2-3 jours il va faire autre chose, il revient 2-3 jours, ainsi de suite. C'est fluctuant. Après il y a le joueur. Ça c'est plus important. Le joueur il sait très bien qu'il faut faire une activité physique, mais il va prendre le risque. C'est comme un jour au casino. Il va prendre le risque, il va se dire, je sais que je vais faire une activité, mais je n'ai pas envie, je vais prendre le risque, je vais tenter le diable. Voilà. Ensuite, vous avez le distrait. Alors lui, il oublie. Il va vous dire, ah mais j'ai oublié, j'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps. Il va toujours vous sortir quelque chose pour vous dire, ah mais j'ai pas eu le temps. Et en dernier, il y a le rebelle. Alors là, vous pouvez tenter ce que vous voulez, mais il va sortir de la consultation, il a ça en tête et il ne fera pas. Que ce soit au niveau médicament ou que ce soit au niveau d'activité physique, il sera toujours rebelle. Donc vous voyez juste 80% des diabétiques ne suivent pas le régime. C'est énorme. Hein? Sur la totalité de ma clientèle, il y en a 3 ou 4 qui ont une hémoglobine glyquée qui est normale. Les autres, ils sont 7,5 et au-delà. Vous leur dites qu'il faut faire l'activité physique, il faut faire attention à ce que vous mangez. Ils rigolent, et voilà. J'ai eu un cas une fois avec un patient qui a du diabète. Je lui disais, il faut arrêter de manger du sucre, de la confiture. Il regarde son épouse, il lui dit, mais et toi tu manges la confiture? Je lui dis, oui, elle a le droit de manger la confiture. Il n'y a pas de diabétique. Mais vous êtes diabétique, c'est à vous qui ne sont pas mangés. Donc voilà. Voilà, merci. Donc je vous laisse cette phrase pour vous méditer un peu. La motivation vous fait débuter, mais c'est l'habitude qui vous fait continuer. Voilà, merci. La formation du
Parce que s'ils ne le font pas, le prescripteur comme vous ne pourra pas les orienter vers lui. Donc cette formation informatique est très importante pour eux. Effectivement, la formation est importante. Vous savez que sur la région Midi-Pyrénées, il y a 13 200 médecins. 13 200 médecins. Et à l'informatique, on n'est que 200. Donc vous voyez que médecins, et après les autres professions de santé, il y a très peu d'apports. Il y a beaucoup de diététiciens, il y a beaucoup de kinés, mais il y a très peu, effectivement, il y a très peu d'apports. Marie-Lise d'Auvergne, je dirige l'association Informing avec le professeur Rivière justement, ici dans cette intervention. Alors, c'est à 300 médecins maintenant, tout augmente. Mais effectivement, par rapport aux 13 200 de vos confrères sur la région, on a encore une légère marge d'évolution. Simplement pour vous dire, et ce qui est bien souligné, je pense, à travers votre intervention, et ce qui est très important pour vous tous ici, il me semble, c'est de mettre en valeur l'accompagnement que vous permettez. C'est bien de lever les freins au début, à commencer, donc effectivement la prescription médicale en tant qu'acte symbolique complémentaire de la recommandation, on va dire plus fort que la recommandation, c'est important. Une éventuelle aide financière, alors, dans le dispositif Informing, c'est permis, peut-être que les mutuelles, ça commence et vont s'y mettre aussi, donc ça peut lever un frein à débuter, mais ce qui va fonctionner, c'est une fois que le patient aura perçu la véritable plus-value sur sa santé, sur sa qualité de vie, sur son bien-être de tous les jours, et ça, pour ça, il faut du temps, vous le savez. D'où la nécessité d'un accompagnement, au moins sur plusieurs mois. Alors ça peut être des séances, il y a tout un tas de dispositifs qui sont complémentaires, qui fonctionnent bien. Je rappelle juste aujourd'hui, l'ARS estime que juste Midi-Pyrénées, je ne parle pas de la nouvelle région Occitanie, juste Midi-Pyrénées, il y a 700 000 porteurs d'ALD. Donc je pense qu'il y a de la place pour beaucoup de types de professionnels pour prendre en charge tous ces patients et qu'on peut se relayer et se passer les patients d'un stade à un autre. Donc merci beaucoup. Alors une dernière question. Sachant qu'en moyenne une consultation dure 10 minutes, comment convaincre le patient de l'efficacité de l'activité physique à adopter? Alors moi ce que je fais, je ne sais pas la plupart des médecins, en tout cas, quoi qu'il en soit, la plupart de mes confrères, quand je discute avec eux, ils ne discutent pas trop d'activité physique. Pour eux, c'est thérapeutique médicale, point barre. Moi, quand je prends la personne en consultation, je prends mon temps déjà. Un quart d'heure minimum. Un quart d'heure minimum, quand ce n'est pas une activité physique, quand c'est une prescription classique, j'essaie toujours de situer la personne dans son cadre. Dans son cadre de travail, j'ai toujours une bonne idée de son cadre de travail. Qu'est-ce qu'il fait comme boulot? Ça, c'est important aussi. Qu'est-ce qu'il fait comme boulot? Parce qu'il y a des boulots où, malheureusement, ils commencent tôt, ils commencent tard, il faut les trop vite, ils sont le soir. Donc, il faut adapter la consultation, adapter le discours médical à la personne. Parce que si on fait un discours universel à tout qui colle, copier-coller sur tout le monde, ça ne marchera jamais. Ça ne fera jamais un bon médecin. Ça, c'est mon opinion. Peut-être mes confrères vous contredisent, mais moi, c'est mon opinion. Je pense qu'il faut adapter la consultation à la personne. Ensuite, pendant cette consultation, avant de voir la plainte de la personne, donc je pose la question sur le cadre de vie, à la maison, s'il y a des difficultés financières, s'il y a des difficultés familiales, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu, s'il y a un divorce. Et ensuite, voir la plainte, parce qu'il y a souvent des plaintes somatisées qui sont des plaintes psychologiques. Ils viennent pour des douleurs abdominales, c'est pas parce qu'il y a une douleur abdominale qu'il a une colite ou il a une appendicite ou autre. Il peut y avoir des douleurs abdominales parce qu'il y a un problème psychologique derrière. Combien de consultations moi j'ai avec des gamins qui ont 4 ou 5 ans, il y a des fréquences que l'école appelle les parents, venez, il a mal au ventre, ainsi de suite, les parents affolés, ils viennent le prendre, en fait il n'a rien, parce qu'il panique, il a de l'angoisse, il sent qu'on le laisse tomber, ainsi de suite. Donc parfois c'est un problème purement psychologique. Donc c'est pour ça que je dis que la thérapeutique non médicamenteuse, elle a une part importante dans la consultation. Il ne faut pas se brancher en disant voilà, la personne elle rentre, il a ça, donc je lui donne ça. Non, ça ne marchera pas comme ça. Donc
Ensuite, la consultation, donc un quart d'heure, classique. Par contre, si je sens que effectivement il faut qu'il y ait une éducation thérapeutique pour parce qu'il est obèse, parce qu'il faut perdre du poids, parce qu'il a du diabète, il faut lui dire comment manger, ainsi de suite, je le refais revenir le jeudi après-midi sur un temps libre et je reprends pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure. Je lui explique le bienfait des thérapeutiques non médicamenteuses. Et là, quand on prend son temps, quand on lui explique à la personne ce qu'il faut faire, quel est l'intérêt de sa santé, là, je peux vous dire que la personne est adhérente au traitement. J'ai eu beaucoup de gens que j'ai suivis pour ça, et la plupart sont encore là, et ils continuent à faire de l'activité physique, ils continuent, quand il y a des obèses, ils continuent à faire un peu de poids. De temps en temps, c'est un petit détail. La dernière fois, j'ai eu un patient qui avait 140 kg, là, il est à 100, il a perdu 40 kg quand même. Et il y avait un petit détail dans la consultation, en force de parler, je lui dis, regardez votre indice quand vous mangez, regardez l'indice glycémique de vos aliments, vous allez être étonné. Et effectivement, 3 mois après, quand il est revenu, il me dit, vous avez raison, j'ai regardé, et il y a des choses où quand je mange, je regarde l'indice glycémique et je vois que parfois, il faut plutôt manger telle chose ou autre. Et pendant ce laps de temps de 3 mois, il a reperdu 5 à 6 kilos de plus, juste en regardant l'indice glycémique. Exemple, vous prenez une pastèque et un melon, à votre avis, quel est entre les deux l'indice glycémique le plus important? Et non. Et non. C'est la pastèque. Voilà, question piège. Et il y a plein de gens qui me disent, ah mais c'est le melon. Parce que, et non, c'est la pastèque. Parce qu'on croit que la pastèque, il n'y a que du lot dans la pastèque. En fait, l'indice glycémique de la pastèque, il est plus important 1,5 fois que le melon. Donc à manger par exemple un fruit, comme j'ai dit à la personne en question, mangez plutôt le pastèque qu'un melon. Vous faites plaisir, mais vous n'augmentez pas votre indice glycémique. C'est un melon. C'est l'inverse, pardon. Il vaut mieux manger un melon que le pastèque. Ça paraît fondamental. Non, parce que déjà, moi je trouve votre démarche très intéressante en tant que médecin, de prendre le temps, effectivement, de voir dans le cadre de la pathologie, en fait, de les freins à l'activité physique. Une question qui est pas importante que vous n'avez sûrement pas eu le temps de poser, mais c'est quelle est la représentation de la personne sur ce qu'est l'activité physique ou le sport. Quel est son rapport à l'activité physique? Est-ce qu'elle en a déjà fait ou pas? Parce que la question du plaisir, elle va rentrer dans la motivation. Autant se porter de fait que le choix de l'activité physique, c'est pas plutôt dans le milieu hospitalier prescrire du vélo, du tapis, de la marche, choses comme ça. Mais la question du goût et du plaisir, elle est essentielle. Donc, peut-être dans des entretiens, de pouvoir essayer de détecter un peu mieux quel est le rapport à la personne d'entretien avec le sport de manière générale. Le sport, l'activité physique, bien sûr, mais le sport aussi. Et peut-être aller sur ces terrains-là. Je raconte juste une petite anecdote. Une personne avait un problème cardiaque dans le service. Elle souhaitait faire. Donc, moi, je pars sur des activités d'endurance progressive. La personne me dit, moi j'ai fait du tennis jeune, il y a que ça qui m'intéresse. Le tennis, c'est pas ce qu'il y a de mieux adapté pour moi. Et on a fait tout un travail avec le médecin de service. On est quand même parti sur cette activité, évidemment très encadrée, très adaptée. Et on avait une chance inouïe, c'est que ce patient connaissait très bien ses limites. Il était capable à un moment donné. Donc on s'est appuyé aussi sur son expertise. Et on est parti quand même sur cette activité. C'est une personne qui faisait 10 minutes tennis, arrivé, etc. C'est une personne qui finissait par faire des 7 entiers. C'est juste pour vous dire que la question de la motivation, vous en parlez dans votre dernière diapositive, elle est fondamentale. Elle est peut-être une des clés, même que l'aspect de la proximité de l'activité. Ça, c'est des éléments qui... Alors, effectivement, pour l'activité physique, ce que je fais, je pose la question moi, à la personne. Déjà, s'il avait fait déjà l'activité physique à son jour. S'il me dit non, donc là, il ne faut pas partir sur des activités. Il faut voir avec lui. Et moi, souvent, je leur pose la question qu'est-ce que vous voulez comme activité physique? Quelles sont vos disponibilités déjà en temps? Et quelles sont vos capacités?
Et ça, on fait un contrat mutuel. Parce que la relation patient-médecin, il faut qu'il y ait un contrat moral aussi. Donc si je lui propose quelque chose, il faut qu'il soit apte à le faire. Si je lui propose à quelqu'un qui a 140 kg de lui dire vous allez me faire 10 km 3 fois par semaine, il ne le fera pas. Donc c'est évident. Par contre, si je lui dis quelles sont vos possibilités, s'il me dit mais moi je pourrais à la rigueur faire 10 minutes de marche, là le dernier patient que j'ai eu, j'habite au 4e étage, j'ai l'ascenseur. Je lui dis bon d'accord, on va faire autrement. On va essayer de monter palier par palier. Vous allez monter l'escalier. Donc pour aller chez lui, il est obligé de monter. Donc je lui dis la première fois vous montez le premier étage à pied, vous prenez l'ascenseur au 2e étage et vous remontez. Et ainsi de suite, vous faites le premier étage, 2e étage, vous arrêtez, vous prenez l'ascenseur. Et là maintenant il fait les 4 étages à pied. Et il marche. Donc il fait 2 heures d'activité physique à part la marche, parce qu'il va faire son boulot, domicile, aller-retour tous les jours. Avant il ne le faisait pas. Donc il faut adapter l'activité physique à la personne. Et il ne faut pas le chanter. C'est ce que j'ai dit, il faut intégrer la thérapeutique non médicamenteuse dans le cadre de vie de la personne, et pas l'inverse. Ça c'est une chose. Ensuite, il faut aussi adapter l'activité physique à son état financier. Si la personne n'a pas les moyens financiers, il faut lui trouver à ce moment-là une association où peut-être ça va lui coûter très peu, et intégrer dans cette association. Et trouver l'éducateur ou le formateur APA qui est dans une association qui est valable. Parce qu'il y a des associations qui travaillent avec des gens qui ne sont pas formés. Ça, il faut le savoir aussi. Donc les gens, combien de personnes qui viennent me consulter, ah j'ai fait de la gym douce, ils viennent avec des lumbagos, des sciatiques. Parce qu'ils ont fait des activités où ils n'ont pas été encadrés comme il faut. Donc, au lieu de faire du bien, ça fait du mal. Et donc la personne, en résultat de course, il ne fera plus jamais de l'activité physique. C'est pas l'objectif. C'est pas mon objectif. Voilà. Avant de partir en pause, je voulais juste revenir sur une remarque qui a été faite concernant le réseau Eformip. Alors loin de moi l'idée, bien sûr, que ce réseau ne serait pas utile. Bien au contraire, je pense complètement l'inverse. Ce réseau a une fonction fondamentale dans la mise en place des coordinations de compétences au niveau local et plus après même au niveau régional. Cependant, on est quand même avec des étudiants ici, et je voudrais amener un correctif, on est quand même avec des étudiants ici qui ont une formation de 3, 4, voire 5 ans sur le domaine de l'activité physique adaptée, et ça peut être compliqué, et c'est peut-être compliqué pour eux d'entendre le fait de se dire faites une formation Eformip si vous voulez être reconnu. Donc je voulais juste apporter ce correctif-là, de façon à ce que aussi on ne parte pas, et que vous ne partiez pas quelque peu désespéré à l'égard de votre utilité. Merci. Juste avant, permettez-moi quelques mots. En réalité, ça ne sera pas vraiment un discours de clôture, mais plutôt un discours d'ouverture sur le salon qui va avoir lieu, qui est vraiment un moment de partage et d'échange autour